Dans les cas d'espèce, selon les éléments du dossier auxquels vous avez égard, le prévenu Matata Pogno et Augustin est la véritable charnière du détournement de la somme de 115 millions. C'est lui qui a conçu et monté le projet, c'est lui qui a ordonné les paiements, c'est encore lui qui a choisi le troisième prévenu au mépris de la procédure. C'est encore lui qui a à la base de la création de la société FID Africa et du paiement à Desticlox. C'est le prévenu qui a prêté un concours. Le troisième prévenu, par contre, a prêté un concours indispensable à la sortie des fonds publics, concrétisant les détournements qui en était le but final. Il est donc au titre d'instigateur et d'organisateur, auteur intellectuel de détournement et si c'est... Pour mémoire, le dossier Boukangalonzo est né parce que j'ai refusé d'intégrer l'Union sacrée. Il a été réactivé pour m'empêcher de créer mon parti politique, les LGD. Il est réapparu pour me dissuader de poser ma candidature à la présidentielle. Aujourd'hui, il est remis sur la table des juges, tous les Congolais le savent, pour exercer une pression sur moi à cause du dialogue politique et du gouvernement d'union nationale qui se profile à l'horizon. C'est donc un dossier politique. Infraction de détournement de la somme de 15 de Christo Grobler Stéphanus et de détournement de la somme de 80 millions de dollars mis à charge de prévenu Matata Pogno, Augustin et Mutombo Mwananyembo de Gracias. De les condamner par conséquent, chacun à 20 ans de travaux forcés, d'ordonner leur arrestation immédiate, de condamner en outre les prévenus Matata Pogno Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo à l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité après l'exécution de la peine pour 10 ans pour les premiers prévenus et 5 ans pour les deuxièmes prévenus. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques. Vous le condamnez aussi à la privation, à la condamnation à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Vous ordonnerez l'expulsion définitive du territoire national après exécution de la peine du prévenu Christo Grobler Stéphanus. Le C50 condamne avec la dernière énergie les propos outrageants du procureur général près la Cour constitutionnelle à l'égard de l'Assemblée nationale et exige à cet effet des excuses publiques et sa démission pure et simple dans les plus brefs délais. 4. Le C50 exige du bureau de l'Assemblée nationale de jouer pleinement son rôle constitutionnel et réglementaire, notamment en notifiant sans délai la position de la plénière souveraine à la Cour constitutionnelle. 5. Le C50 exige également le respect du statut constitutionnel du député national et des immunités parlementaires. Ça veut dire que, sur tous ces principes, la Cour rejette le débat public et contradictoire. Elle pourra parler de toutes ces exceptions à l'occasion de, si nous avons la chance, à l'occasion du délibéré. Plus jamais un débat public et contradictoire sur des exceptions soulevées par la défense, exceptions qui sont d'une telle gravité et d'une telle importance. Et c'est peut-être ma dernière réflexion sur ce procès. Si ces exceptions dont je vous ai montré l'importance n'étaient pas débattues, pouvons-nous encore prétendre à un procès équitable? Quelle est votre conviction après m'avoir entendu? Nous poursuivons effectivement le prévenu Matata Pogno et Grobler Christo en participation criminelle dans la mesure où
Les sieurs Matata, comme les inspecteurs vous l'ont dit, a été les concepteurs, l'exécuteur, les gestionnaires et celui qui ordonnait tous les paiements. Et cela sans que ça ne passe par les ministères des tutelles à aucune phase de la procédure d'engagement ou au niveau du contrôle, au niveau du site ou des audits qui étaient effectués. Ce qui nous a poussé pratiquement à stigmatiser cette intention de détourner dans la conception même du projet et dans l'exécution. Nous y reviendrons dans notre réquisitoire. Mais pourquoi nous disons que c'est la participation qui... Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Réveil Congo pour vous informer. Au cours de cette session consacrée au procès controversé du parc agro-industriel de Bukangalonzo, qui se déroule actuellement en République démocratique du Congo, en RDC, nous vous expliquerons la réponse du président de la Cour constitutionnelle au président de l'Assemblée nationale, la contestation des députés, la décision de la Cour constitutionnelle ainsi que la compréhension de l'article 107 d'après Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga. Il était l'avocat de M. Vital Kamerhe dans le procès des 100 jours du président Félix Tshisekedi. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Réveil Congo et de suivre notre média en ligne réveil-congo.net. Oui, la guerre d'interprétation de l'article 107 de la Constitution congolaise est loin de terminer entre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, M. Dieudonné Kamuleta. Je dois rappeler à l'auguste Assemblée qu'à son temps, quand le procureur général près la Cour de cassation m'avait saisi sur le cas de Nicolas Kazadi, vous avez, vous, honorable député, autorisé que le procureur général près la Cour de cassation puisse faire ses enquêtes, son instruction, mais qui a abouti à un non-lieu. Alors, je me demande pourquoi nos amis de la Cour constitutionnelle n'ont pas procédé de la même façon, qui régularise la situation et la plénière va apprécier. Surtout que ici, comme vous le savez, pour Nicolas Kazadi, comme je l'avais fait à son temps pour Nemwanda Semi d'heureuse mémoire, il ne suffit pas seulement de demander la levée de l'immunité d'un député pour l'obtenir. Il faut motiver. Le bureau doit quand même avoir des matières à donner à la plénière pour examiner en toute objectivité pourquoi on veut lever l'immunité. C'est très important dans le cas de la collaboration interinstitutionnelle. Nous attendons donc une correspondance de la Cour constitutionnelle. Ceci vaut aussi pour les autres députés qui sont l'objet de tracasseries. Donc nous voulons que nous puissions chacun garder ses prérogatives. Ces contrastes soulèvent un problème profond de positionnement tant bien dans les affaires judiciaires que politiques. Au fond, c'est le procès Bukangalonzo dans lequel les députés nationaux Matata Ponyo Mapon, ancien Premier ministre de la RDC sous le régime Kabila, est poursuivi. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, avait écrit au procureur général près la Cour constitutionnelle pour demander la suspension des poursuites contre Matata Ponyo, arguant que ses immunités parlementaires n'ont pas encore été levées. La Cour constitutionnelle vient de répondre ce week-end avec fermeté. Dans sa réponse officielle datée du mai 2025, le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné
Muleta Badibanga a rappelé que la procédure judiciaire contre l'ancien Premier ministre ne relevait plus de la phase d'instruction préjuridictionnelle visée par l'article 107 de la Constitution, mais était désormais engagée devant une juridiction de jugement. En d'autres termes, la Cour est déjà saisie de l'affaire et l'instruction est close. L'article 107 s'applique à la phase où le ministère public envisage d'engager des poursuites. Ce n'est pas le cas ici, d'après Dieudonné Kamuleta. Nous sommes actuellement dans une phase juridictionnelle, précise-t-il dans cette lettre. Les documents soulignent en outre que la Cour a déjà pris l'affaire en délibéré et que la défense de Matata Ponyo a soulevé en vain plusieurs exceptions d'inconstitutionnalité, y compris celle relative à l'immunité parlementaire. La haute juridiction a ainsi estimé qu'elle était compétente pour statuer sur le fond du dossier sans nécessiter l'autorisation de l'Assemblée nationale. Le juge a statué que l'immunité ne constituait pas une barrière dans ces cas précis, la procédure ayant franchi l'étape de poursuite initiale. Le procureur a également insisté sur le respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il rappelle que la Constitution garantit aux juridictions le droit de se prononcer librement, sans interférence ni entrave, même lorsqu'il s'agit des dossiers impliquant des élus du peuple. Par cette décision, la Cour constitutionnelle réaffirme sa position dans le traitement du dossier RP 002, opposant les ministères publics à Matata Ponyo et consorts et marque une étape décisive dans cette affaire hautement médiatisée, chers amis de Réveil Congo. Dans une correspondance officielle adressée au président de la Cour constitutionnelle, Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, avait souligné que toute poursuite judiciaire à l'encontre d'un député en session parlementaire ne peut être engagée qu'après la levée de son immunité par l'Assemblée nationale. S'appuyant sur l'article 107 de la Constitution, il affirmait que Matata Ponyo est indûment poursuivi car aucun acte officiel de levée d'immunité n'a été adopté par la Chambre dont il est membre. Écoutez ce que Vital Kamerhe disait: sans vouloir entraver les bons fonctionnements de la justice et en adhérant à la lutte contre l'impunité, je vous prie de constater ces préalables incontournables, écrivait Vital Kamerhe dans sa lettre datée du 25 avril. Il insiste que le respect de cette procédure est une garantie de l'inviolabilité des représentants du peuple, tout en réaffirmant son attachement à l'indépendance de la justice et à l'article 151 de la Constitution. Cette réaction intervenait quelques jours après une plénière houleuse à l'Assemblée nationale, au cours de laquelle plusieurs députés ont dénoncé la reprise du procès Matata sans leur aval. Vital Kamerhe avait invité donc la Cour constitutionnelle à suspendre les poursuites jusqu'à ce que les règles du droit parlementaire soient dûment respectées. Chers amis, parlons maintenant de la contestation des députés. Les collectifs de 50 députés nationaux, C50, dénonçaient la violation des immunités parlementaires de Matata Ponyo et exigeaient la démission du procureur général près la Cour constitutionnelle. Du Congo. Ces derniers le C50 dénonce la violation manifeste de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. 3. Le C50 condamne avec la dernière énergie les propos outrageants du procureur général près la Cour constitutionnelle à l'égard de l'Assemblée nationale et exige à ces faits à cet effet des excuses publiques et sa démission pure et simple dans les plus brefs délais. 4. Le C50 exige du bureau de l'Assemblée nationale de jouer pleinement son rôle constitutionnel et
réglementaires, notamment en notifiant sans délai la position de la plénière souveraine à la Cour constitutionnelle. 5. Le C50 exige également le respect du statut constitutionnel du député national et des immunités parlementaires. Par conséquent, appelle à la surséance pure et simple de poursuites irrégulières engagées contre le député national Matata Ponyo. 6. Le C50 exige enfin du bureau de l'Assemblée nationale et sans délai l'alignement en plénière de toutes les initiatives et contrôles parlementaires. Je vous remercie. La plénière souveraine doit protéger les députés visés, détenteurs de l'immunité parlementaire. Il est souligné aussi que toute procédure engagée sans cette protection constituait un outrage à l'Assemblée nationale. Chers amis, attaquons maintenant la troisième partie, la décision de la Cour. Le mercredi 23 avril 2025, la Cour constitutionnelle avait frappé fort. Le procureur général avait requis 10 ans de travaux forcés et 10 ans d'inéligibilité contre Augustin Matata Ponyo, principal accusé dans le fiasco du projet agro-industriel de Bukangalonzo. Nous poursuivons effectivement le revenu Matata Ponyo et Grobler Christo en participation criminelle dans la mesure où les sieurs Matata, comme les inspecteurs vous l'ont dit, a été les concepteurs, l'exécuteur, les gestionnaires et celui qui ordonnait tous les paiements. Et cela sans que ça ne passe par les ministères des tutelles à aucune phase de la procédure d'engagement ou au niveau du contrôle, au niveau du site ou des audits qui étaient effectués. Ce qui nous a poussé pratiquement à stigmatiser cette intention de détourner dans la conception même du projet et dans l'exécution. Nous y reviendrons dans notre réquisitoire. Mais pourquoi nous disons que c'est en participation criminelle? Parce qu'effectivement, ni les ministres du portefeuille, ni celui des finances, ni celui de l'industrie n'ont été associés. Mais qui a aidé à ce que ces fonds soient pratiquement comme dans un trou de Danaï? C'est M. Grobler. C'est par lui que tout passait. La conception à la primature, mais les réceptacles ou, qu'est-ce que je peux dire, la caisse noire qui résorbait tous ces fonds, c'est Africom Commodity par Grobler. Voilà cette aide indispensable dans le détournement des fonds qui a été retenue dans les chefs de Grobler pour les tenir aussi co-participants à cette infraction. S'agissant du prévenu Matata Ponyo et du prévenu Mutombo Mwana Niembo, Monsieur le Président, votre cour connaît très bien comment fonctionnent les institutions. Le Premier ministre, quand il débloque les fonds, surtout dans cette structure, il a au moins l'obligation de contrôler ce qui est fait avec ces fonds-là. Il ne peut pas, chaque jour, chaque semaine, comme nous aurons à le démontrer plus tard, débloquer 4 800 000 $ chaque mois en fermant les yeux, sans jeter un coup d'œil, sans poser des questions de savoir comment étaient utilisés ces fonds-là. Mais quand il donne l'ordre qu'on paye en procédure d'urgence, les ministres des Finances relaient l'ordre à la Banque centrale. La Banque centrale, l'organe gestionnaire principal, c'est le gouverneur de la banque, qui est ici
le prévenu Mutombo Mwananyembo, qui a eu à payer, parce que là, c'est pour les 89 millions de dollars que nous avons retenus, je pense au moins 13 fois, 14 fois, 4 millions 800 000 dollars américains pour le projet ou la réalisation du projet de marché pompeusement appelé International de Kinshasa. Ils payent. Mais nous disons, ok, vous avez payé. Mais M. Grobler dit que pour ces fonds, les 80 millions de dollars affectés à la réalisation, à l'exécution du projet maritime marché pompeusement appelé International de Kinshasa, je n'ai reçu aucun fonds. Alors prévenu Mutombo, parce que vous avez ordonné qu'on paye, où sont partis les fonds? Prouvez-nous comment vous avez. Il nous dit, requérez, parce que je ne suis plus gouverneur, requérez la Banque centrale pour qu'on vous donne les éléments. Nous requérons la Banque centrale ne nous donne aucun élément. Les éléments, c'est lequel effectivement? Les codes SWIFT des banques commerciales par lesquels ont transité ces fonds-là. Il n'y en a pas. Pour les 89 millions de dollars, il n'y a pas ces codes SWIFT de ces banques commerciales par lesquelles ont transité. Alors, le Premier ministre ordonne qu'on paye chaque mois 4 800 000 dollars. Le gouverneur de la Banque centrale, qui d'ailleurs, à la fin de chaque journée, fait une clôture de la comptabilité de la banque, mais ne se rend pas compte que les banques commerciales, est-ce que les banques commerciales ont reçu ces fonds? Est-ce qu'en retour, on nous a donné le code SWIFT? Mais ce silence, cette abstention entre les deux responsables, et le gouverneur de la Banque centrale, ce n'est pas le gouverneur peut-être d'un quartier ou des fonds d'un Ligablo, le gouverneur de la Banque centrale de la République démocratique du Congo. Que peut signifier cette légèreté dans la gestion des fonds du contribuable congolais? Le Premier ministre, ce n'est pas comme nous l'avions entendu, de l'autre côté de la barre, on a parlé que non, on s'agirait d'une république bananière. Les verdicts étaient attendus le 14 mai prochain. Mais déjà, ce procès s'inscrit dans une séquence de plus en plus tendue entre les institutions, chers amis, mettant à l'épreuve l'équilibre entre la lutte contre l'impunité et la préservation des droits des parlementaires. Chers amis, maintenant, je vous prie de pouvoir prêter encore votre attention par rapport à la compréhension de l'article 107 d'après Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga. Voici l'économie de l'article 107 de la Constitution de la République démocratique du Congo. L'article a réalisé cet article, vous pouvez aussi le lire sur notre média en ligne, réveil-congo.net. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut en cours de session être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon les cas. En dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale ou du bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre les requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours. 1. Alinéa 1. Irresponsabilité, immunité totale pour toute opinion ou vote émis par un parlementaire dans l'exercice de ses fonctions. Pas question d'une possibilité de la levée des immunités ou d'autoriser les poursuites. Aucun parlementaire ne peut être jugé pour ses opinions parlementaires ou les votes par lui émis. Deuxième alinéa. Pour tout acte détachable de la fonction des parlementaires, intervention de la Chambre parlementaire dont relèvent les parlementaires, cette intervention fait suite au réquisitoire du ministère public aux fins de poursuite et, les cas échéants,
d'arrestation du parlementaire. Saisi au moyen d'un réquisitoire du ministère public aux fins de poursuite, la Chambre parlementaire est invitée à répondre à la question de savoir si les faits pour lesquels l'autorisation de poursuite est sollicitée ne sont pas inhérents à l'exercice de la fonction parlementaire. Si les faits à poursuivre sont inhérents à l'exercice de la fonction parlementaire, le Parlement ne peut pas autoriser les poursuites. Si en revanche, les faits à poursuivre sont étrangers à la fonction parlementaire, l'autorisation devrait être accordée à l'organe de poursuite. Troisième alinéa, chers amis. À la différence de l'alinéa 2 qui indique les modalités de poursuite et d'arrestation d'un parlementaire pendant une session parlementaire, l'alinéa 3 revient quant à lui uniquement sur la possibilité d'arrestation d'un parlementaire lorsque le Parlement n'est pas en session. Sous point A, pour arrêter un parlementaire en dehors de la session, il faut une autorisation du bureau de la Chambre parlementaire dont il relève. B. Le parlementaire peut être arrêté sans autorisation du bureau en cas de flagrance ou de poursuite déjà autorisée comme indiqué à l'alinéa 2 ou si le parlementaire doit subir la condamnation devenue définitive. C'est donc visiblement le cas que M. Kambouleta avait soulevé. Il y a lieu de noter que dans l'interprétation stricte de cet alinéa, le bureau d'une chambre parlementaire n'est pas habilité à autoriser les poursuites contre un parlementaire. Il ne peut autoriser que l'arrestation. Aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau. Et le dernier alinéa, parce que c'est un article qui comprend 4 alinéas, alinéa 4 donne la possibilité à la chambre parlementaire de suspendre la détention, entendant détention préventive à l'exception de celle en exécution d'une peine prononcée d'un parlementaire ou la poursuite enclenchée contre un parlementaire pour une période en ne dépassant pas la durée d'une session en cours. En conclusion, chers amis, c'est ici qu'on va chuter. L'article 107, alinéa 2 et D à 4 de la Constitution congolaise réglemente la phase pré-juridictionnelle englobant le temps allant de la découverte des faits répréhensibles et de leur auteur jusqu'à la requête aux fins de fixation d'audience, acte qui dessaisit les parquets. La phase juridictionnelle se déroulant devant une juridiction de jugement n'est pas concernée. Portez-vous bien.